Et avec nous sur TV5 Monde, un prix Nobel d'économie. Il est américain, il est réputé partout dans le monde pour ses travaux qui portent en particulier sur la croissance économique. Bonsoir Edmund Phelps, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre La prospérité de masse. Vous avez eu pour ce livre, non pas des récompenses, mais en tous les cas, il a été salué comme le meilleur livre d'économie par le Financial Times. C'était en 2003. Il est aujourd'hui traduit dans d'autres langues, en français notamment, donc aux éditions Odile Jacob, mais aussi, on le précise, en espagnol. Avant de parler de votre livre, peut-être Edmund Phelps, une réaction à ce que l'on vient de voir. Donald Trump, le président des États-Unis, va donner sa réponse dans quelques jours. Les États-Unis vont-ils se retirer, oui ou non, de l'accord de Paris sur le climat? Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe? En tant que citoyen de la planète, oui, ce sujet me préoccupe et en tant qu'économiste, si je songe aux grandes économies de la planète, je me dis que on peut dire que ce serait, que se retirer de l'accord entraînerait des conséquences économiques et pas simplement environnementales, puisque l'avenir devient encore plus incertain, encore plus qu'il n'aurait été avec l'accord. Donc, une mauvaise nouvelle pour l'investissement, pour les affaires, pour l'emploi. Et sans doute donc pour la prospérité, livre qui est consacré à cette prospérité de masse. Dites-vous, peut-être pour bien poser les choses, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, quelle définition est-ce que vous donneriez de la prospérité ? Ce que j'appelle prospérité, c'est en fait le fait de s'épanouir, de se développer, de se lancer dans un voyage vers l'inconnu, mais à travers lequel on peut se découvrir, s'exprimer, faire de nouvelles expériences dans ce processus de découverte. C'est dans ce sens que j'emploie ce terme prospérité au sens un peu plus large, comme les philosophes l'entendent un peu. Alors dans ce livre, vous revenez sur l'incroyable décollage qu'ont connu les pays européens et l'Amérique entre 1820 et 1860. Comment au juste s'est opéré ce mouvement vers cette prospérité ? Bien, ce mouvement, disons, s'est produit du fait d'une accumulation de changements d'attitude, de changements de valeurs. Ces pays, donc l'Amérique et les pays d'Europe occidentale, ont quitté, pour ainsi dire, les valeurs traditionnelles de l'époque médiévale pour évoluer vers, disons, des valeurs modernes comme l'individualisme, mais également ce que j'appelle le vitalisme et le désir de s'exprimer, soi-même. Cela a pris du temps, 2 ou 3 siècles pour y arriver. Mais disons que ces nouvelles valeurs, ces valeurs modernes, ont atteint, pour ainsi dire, une masse critique au début donc du 19e siècle, vers les années 1820. Et de ce fait, cela a entraîné une véritable explosion d'innovation. Et ce décollage, il a entraîné, bien évidemment, vous le dites, un enrichissement matériel sans précédent dans l'humanité. Il a également, vous dites, contribué à l'épanouissement de larges pans de la société américaine, notamment. What about the huge swaths? Excusez-moi. Oui. Alors effectivement, il faut quand même savoir que des pans entiers de la population estimaient avoir, dans un premier temps, perdu de bons emplois qu'ils avaient, par exemple, dans l'industrie manufacturière, et se sont retrouvés à travailler, disons, dans les magasins. Et ça représentait certes un changement. Et il y a une partie de la population qui s'estime lésée. Mais en revanche, il faut bien se dire que l'emploi est important, pas simplement pour, disons, permettre à chacun de, disons, d'avoir un revenu, une vie normale, enfin pouvoir faire vivre sa famille. Mais il faut bien se dire que ceux qui ont bénéficié de cette évolution ont pu trouver à travers leur travail un véritable épanouissement personnel, c'est-à-dire que de nouvelles opportunités leur ont été données, de nouvelles façons de travailler, de faire les choses, ou de créer eux-mêmes de nouveaux produits. C'est cela que je voulais
semblait souligner par cet épanouissement. Et même des ouvriers qui travaillaient dans des milieux plus modestes ont eu ainsi la possibilité d'utiliser leur imagination, leur créativité. Donc, évidemment, perdre son emploi dans un premier temps, c'était un peu déroutant. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous êtes connu comme étant un économiste orthodoxe, c'est ainsi que l'on vous appelle, en tout cas ici en Europe. Pourtant, vous êtes sorti du chemin classique. Pour vous, il n'est plus possible d'expliquer la richesse, la croissance par des modèles purement mathématiques, scientifiques et cartésiens. Pour vous, il faut prendre en compte l'ensemble de l'histoire des sociétés humaines et comprendre le fonctionnement de notre nouveau monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? En effet, ce que j'essaie de faire comprendre dans mon ouvrage, en tout cas l'argument que j'essaie d'avancer, c'est que si l'on se dit que l'économie n'est qu'une espèce de mécanisme dans lequel les choses se passent de manière mathématique, de manière prévisible, ce modèle-là ne traduit pas, ne permet pas de comprendre, par exemple, la croissance de la productivité qui, elle, vient de l'imagination, de la créativité, des hommes d'affaires, des créateurs d'entreprises. Ce modèle mathématique ne parvient pas, si vous voulez, à élucider, à expliquer même la richesse de l'activité. Et vous parlez notamment de quelques visionnaires, Henry Ford ou encore Steve Jobs, visionnaires isolés. Vous parlez donc de millions d'individus qui seraient prêts à concevoir, à développer, à commercialiser, vous l'avez dit, des nouveaux produits, des nouveaux services également. Le problème, vous le savez sans doute, vous, en tant que prix Nobel d'économie, ici en France, mais pas seulement, un peu partout en Europe, beaucoup d'études montrent que la plupart des jeunes et des étudiants veulent plutôt travailler dans le secteur public, dans l'administration. Ils veulent la sécurité de l'emploi et ils ne sont pas prêts justement à participer à cette créativité, à cette innovation. C'est vrai, et j'en suis bien conscient. On voit que ce phénomène est peut-être dû au fait que les jeunes ne sont pas entraînés par cette même impulsion créative, cet esprit de découverte qui caractérisait les générations précédentes. Il faut dire que ce n'est pas la seule cause. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce repli, disons, vers la sécurité de l'emploi. L'activité est devenue plus stagnante. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de concurrence dans l'économie. Il est plus difficile pour les nouveaux concurrents, pour les nouveaux arrivants de se lancer sur un marché, sur un secteur d'activité. Et lorsque un nouvel arrivant se présente, eh bien, le gouvernement vient protéger, si vous voulez, les acteurs historiques, les protéger de cette concurrence dangereuse. Donc, l'emploi est devenu peu attrayant et il y a moins, disons, d'engouement pour la créativité. Mais du côté de l'offre, pourtant, il y a, on pourrait le dire, un véritable, disons, un déclin également d'offres de jobs, d'emplois intéressants. Alors, en Europe, l'heure est aux politiques d'austérité. Lors de sa dernière venue sur le continent européen, en novembre dernier, il y a tout juste 6 mois, Barack Obama avait évoqué cette notion de prospérité. Il était alors président des États-Unis en visite à Athènes, en Grèce. On l'écoute. Mon message au reste de l'Europe est que je persisterai à souligner qu'à notre avis, l'austérité seule ne peut pas apporter la prospérité. Il va être important, à la fois avec un allègement de la dette et d'autres stratégies d'adaptation, d'aider le peuple grec durant cette période d'ajustement. Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, l'austérité seule ne peut pas permettre d'atteindre la prospérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Barack Obama ? Oui, alors, je serais plutôt d'accord avec cette affirmation, mais en même temps, je dirais, je serais plutôt d'accord avec ceux qui, à mon instar, estiment que, disons, si
on ouvre tout grand les portes du déficit ou de la dépense par le déficit, ceci n'entraînera pas non plus la prospérité. Si vous voulez, on ne peut pas remplacer purement et simplement la création de nouveaux emplois, d'emplois, disons, qui participent à l'épanouissement des personnes. Et ça n'est pas une question de politique budgétaire, ça c'est une question, disons, de la nature même de l'économie. Edmund Phelps, depuis des dizaines d'années maintenant, on entend parler de pays en voie de développement en Afrique, en Amérique latine, pas très loin des États-Unis, mais aussi en Asie. Pourquoi certains pays de ces régions du globe n'arrivent pas à décoller et à atteindre cette prospérité, même s'il y a des classes moyennes qui voient le jour dans ces pays d'Afrique ou encore d'Asie, d'Amérique latine? Comment l'expliquez-vous, ça? Il faut voir que là, on a affaire quand même à une autre situation, quand même très différente de celle que je décris, en tout cas en Europe occidentale. Ces pays qui restent en permanence, en quelque sorte, en voie de développement, c'est des pays qui n'ont pas encore développé notamment leur infrastructure, l'organisation sociale, les lois, tout le cadre juridique et politique n'a pas encore été construit. Il n'y a pas de tradition d'autorité de la loi, d'état de droit. Ces notions-là ne se sont pas encore installées dans ces pays. Parce que ce qui est nécessaire, c'est un système politique qui fonctionne, qui crée un cadre propice au développement. Et ces éléments, ces prérequis fondamentaux doivent être mis en place avant de pouvoir espérer émerger, disons, un démarrage de la croissance dans ces pays. Pour autant, il faut souligner que certains pays africains commencent justement à connaître une croissance rapide, mais enfin, c'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on part d'un niveau très bas. C'est beaucoup plus difficile de soutenir cette croissance lorsqu'on a atteint un niveau plus élevé. Vous pensez à quel pays, par exemple, en Afrique? Il me semble que les pays dans le centre de l'Afrique, alors pas l'Afrique du Nord et non pas non plus l'Afrique australe, mais au centre, les pays de cette région connaissent un développement relativement rapide. Merci beaucoup Edmund Phelps, prix Nobel d'économie, la prospérité de masse, traduit donc aujourd'hui en français, c'est aux éditions Odile. Jacob, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à vous.